Je sais, c'est pas la vidéo qui était prévue à la base, mais c'est encore bien le bordel après mon déménagement, et c'était donc impossible pour moi de faire des facecam décentes pour le gros cinépop qui arrive. Du coup, j'ai simplement échangé la vidéo de la semaine prochaine et la vidéo sur le bossu de Notre-Dame pour quand même vous sortir quelque chose ce week-end. Mais vous inquiétez pas, le cinépop Disney arrivera le 1er octobre sans faute. Merci pour votre patience et bonne vidéo. Après Le Roi Lion, qui est mon classique Disney préféré, et sa suite, L'Honneur de la Tribu, qui est sûrement la meilleure suite direct ou DVD de la compagnie, il est temps de s'attaquer au 3e opus de la trilogie, même si je suis pas certain qu'on doive l'appeler une trilogie, vu que ce film n'est pas la suite du 2 ni du 1 en fait, vu qu'il se passe un peu avant, puis pendant les événements du premier film. Et ça va peut-être vous étonner, vu la relation que j'entretiens avec les deux autres films, mais avant de commencer à bosser sur cette vidéo, je ne l'avais jamais vue, contrairement à quelques épisodes de la série télé. Je savais plus ou moins de quoi ça parlait et j'étais au courant de l'aspect méta du projet, mais je ne l'avais jamais vu. Peut-être parce que Timon et Pumba sont les éléments les plus faibles des deux autres films ? Ouais, peut-être. Mais on va y revenir. Le film s'ouvre exactement comme le premier, histoire de faire revenir la nostalgie. Vous savez, le truc qui bousille tout le sens critique du public actuel. Pardon, c'est pas le sujet, quoique. Sauf que, contrairement à aujourd'hui, Timon vient vite gâcher tout ça en chantant comme un gros débile. Y'a quoi au menu? Waouh, j'ai l'impression que je vais pas être tendre dans cette vidéo. Le film nous révèle qu'en fait, Timon et Pumba sont dans une salle de cinéma en train de remater Le Roi Lion, mais qu'ils ne sont intéressés que par les passages où ils sont à l'écran. Cela dit, pour tout de même commencer au début, voire même avant le début, ils vont nous raconter l'histoire de leur point de vue. Bon ben pourquoi pas, on n'est pas dans Rashomon, mais ça peut être intéressant. Enfin, je l'espérais. Après avoir littéralement explosé le 4e mur, parce que le film n'a aucune envie d'être subtil, on découvre la jeunesse de Timon, loin de la Terre des Lions, dans une colonie de mangoustes en train de chanter une chanson qui ne donne qu'une seule envie, qu'ils se fassent tous dévorer par une horde de hyènes. Timon est évidemment le vilain petit canard du groupe, maladroit et frustré par sa vie peu inspirante. Mais sa mère, qui est doublée par Julie Kavner, ce qui est perturbant puisqu'elle est surtout connue pour avoir été la voix de Marge Simpson, a un beau discours face à l'horizon. Vous avez la ref ? Ah, et si vous l'avez pas, Timon vous rappelle que vous êtes censé la voir. Franchement, je sais pas si c'est parce que il y en a beaucoup trop ces temps-ci, mais ces petits clins d'œil nostalgiques ont plus tendance à m'énerver qu'autre chose. Surtout qu'ici, c'est plus un gros panneau devant la gueule qu'un petit clin d'œil, en fait. C'est l'enfer, le film a commencé depuis seulement 7 minutes, et j'ai l'impression que ça fait déjà une demi-heure. Bon, on avance. Vu qu'il est le gars le moins compétent du groupe, il décide de faire de lui le garde. Celui qui doit prévenir si les hyènes arrivent. C'est-à-dire le job le plus important de tous, puisqu'il peut mettre leur vie en danger s'ils se foirent. Je comprends pas trop l'idée là. Mais ça veut dire que mon rêve de les voir tous se faire bouffer va peut-être se réaliser. Comme prévu, ça tourne mal, il choisit de chanter une autre chanson horripilante plutôt que de faire gaffe à ce qui se passe autour de lui, et se fait surprendre par des hyènes qui sont, bien sûr, les 3 principales du Roi Lion, histoire que tout le monde puisse faire sa meilleure imitation de DiCaprio. Bon, par contre, la faites pas à chaque fois qu'il y a une référence au premier film, sinon vous allez vite vous coincer quelque chose. Puisqu'elles sont aussi efficaces qu'une armée de Stormtroopers dans un couloir, elles n'arrivent à en choper aucun, à mon grand regret, et s'en vont en rigolant. Alors je me demande honnêtement comment elles font pour être encore en vie avec des talents de chasse aussi pourris, mais bref, ils sont tous fâchés contre Timon, tout le monde le déteste, et il décide de quitter le groupe, prendre son indépendance, et voir où le destin va le mener. Et comme dans tous les préquels, on sait exactement où le destin va le mener. C'est sûr, mais ce qui importe, c'est l'exécution. Du coup, comment est-ce que le film présente la rencontre de ce duo mythique du cinéma ? Déjà, c'est pas pour tout de suite, puisque avant ça, pour caser encore un personnage connu, il croise Rafiki, qui lui donne 2-3 conseils et lui apprend le concept d'Hakuna Matata. Vraiment, heureusement qu'il n'a pas commencé à chanter, sinon je pense que j'aurais câblé. Et Timon repart en direction de Pride Rock, et croise enfin son compère de toujours, avec une rencontre tout en douceur. Et vous savez pourquoi ils restent ensemble ? Bon, Pumba parce qu'il est gentil et qu'il veut juste un ami. Mais Timon, à la base, c'est purement par intérêt, puisque Pumba et son odeur font fuir tout le monde, même les prédateurs. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est aussi la raison qui le pousse à garder Simba, avoir une certaine protection. Je sais pas si c'est cohérent ou si ça montre juste que Timon pense uniquement à sa survie avant tout.
Ils arrivent au Rocher des Lions pile au moment où Simba est présenté et décident de continuer leur chemin. Ouais, habituez-vous à les voir juste passer dans une scène connue, c'est plus ou moins le principe du film pour les 10-15 prochaines minutes. Et ici, c'est apparemment à cause d'un P de Pumba que tout le monde s'est prosterné devant Simba. On est sur un niveau de révisionnisme presque aussi ridicule que quand Disney veut nous faire croire qu'ils n'ont jamais produit un film raciste. Et c'est pas la seule fois que le film fera ça, puisque dans la scène suivante, c'est Timon qui fait chuter la tour d'animaux qui va écraser Zazu dans Je voudrais déjà être roi. Je suis désolé, hein, je trouve pas ça utile, ou malin, ou drôle. J'ai du mal à voir l'intérêt du film, à part capitaliser sur la popularité de Timon et Pumba. Peut-être parce que c'est juste ça en fait. Il passe ensuite par le cimetière des éléphants, quand Mufasa vient sauver Simba et Nala, par le repère de Scar pendant qu'il chante Soyez prêts, par la gorge où Mufasa va mourir, et ça n'a pas de sens. Non vraiment, c'est pas de la mauvaise foi parce que j'aime pas le film. Niveau timing, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est juste après la mort de son père que Simba est recueilli par Timon et Pumba. Bon, disons même 1 ou 2 jours plus tard pour être sympa. Mais ça veut dire qu'en quelques jours, ils ont trouvé leur petit coin de paradis où habiter, connaissent tous les bons coins où trouver des insectes, etc. Franchement, j'y crois pas une seconde. Mais ça, le film s'en fout pas mal. Le but, c'était de les caser dans le plus de scènes cultes possible, le reste, c'est pas très important. Ils arrivent dans leur nouveau chez eux, chantent évidemment Hakuna Matata, mais cette fois-ci en mode karaoké, pour les quelques personnes du fond qui ne la connaissent pas encore par cœur, puis trouvent Simba. Il y a quelques scènes avec lui petit, puis ado, dont un concours de bouffe en mode western, pourquoi pas, puis adulte, avec l'une des très nombreuses blagues à base de prout de Pumba, qui pour une fois fonctionne pas mal, avant de revenir très vite à ce qu'on connaît, les retrouvailles avec Nala. Simba part confronter Scar, suivi de Pumba, mais Timon, vexé que ses deux amis l'aient abandonné, décide de ne pas les suivre pendant 2 minutes avant de rattraper Pumba très facilement. On a droit à la scène où Timon danse, à une référence à Apocalypse Now, I love the smell of Pumba in the morning. Et nos deux héros sont rejoints par la mère et l'oncle de Timon. Vous pensez vraiment que c'est le moment, en pleine bataille finale, rajouter des éléments qui étaient clairement pas là dans l'original? Pour se débarrasser des 3 hyènes importantes et quelques autres qui suivent, la mère et l'oncle vont donc creuser des tunnels, mais vu qu'ils sont un peu lents, Timon et Pumba doivent improviser. Et là... Timon finit même par demander Shenzi en mariage, mais j'imagine que si Lan a pu faire des enfants au dragon dans Shrek, rien n'est impossible. Le piège se referme sur elle, Scar est vaincu par Simba, les gentils ont gagné, tout le monde est content, et moi aussi, parce que ça veut dire que le film est bientôt fini. Parce qu'à la fin, ils sont rejoints dans le cinéma par la mère et l'oncle de Timon, Rafiki, Simba, Mickey... Ah ouais d'accord, on en est là. Bon ben, Mickey, Blanche-Neige et ses 7 petits potes, Aladdin, Jasmine et le génie, La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard, même Stitch qui venait d'avoir son film. Enfin, plein de monde. Et ça y est, enfin, c'est fini. Et quand je vois vos avis, j'ai l'impression d'être clairement en minorité, mais je pense que j'aime pas ce film. Non, genre on n'est pas loin, pour moi, de ce que je ressens devant un mauvais remake en live action. Même si, à sa décharge, je pense que ce Roi Lion 3 essaye au moins de faire quelque chose d'un petit peu original, tout en recyclant ce qui a fonctionné 10 ans plus tôt, évidemment. Et oui, si on le compare à d'autres suites directes ou DVD de Disney, c'est pas le pire. Déjà au moins ici c'est visuellement travaillé, mais en même temps, ils étaient presque obligés, pour que, lors des scènes qui revisitent des passages du premier film, la différence ne saute pas aux yeux. S'ils avaient bossé ça comme La Belle et la Bête 3 ou Le Bossu de Notre-Dame 2, ça aurait été juste abominable à regarder. Mais cette réussite plastique est peut-être le seul truc que je sauve complètement ici, avec disons le doublage, qui réussit à faire revenir la majorité du casting d'origine, mais le reste c'est quand même très compliqué. N'étant pas le plus grand fan de Timon et Pumba, enfin en tout cas plus depuis que j'ai 8 ans, je ne suis pas fasciné d'entrer par le point de départ, et ce qu'ils en font ne me convainc pas de m'y intéresser plus que ça. Entre le côté méta, qui a pourtant tendance à me plaire, mais qui est ici ajouté au forceps, l'humour à base de paix à outrance qui ne vise juste qu'une seule fois, ou les références à la pop culture très aléatoires, citant par exemple la fin de Casablanca, parce que why not, et surtout l'addition improbable du duo dans des scènes où il n'était visiblement jamais censé être. J'ai soufflé pendant tout le film. Alors que je suis un grand fan du Roi Lion, bordel, ça devrait fonctionner sur moi, non? Apparemment, et ça se confirmera avec le remake en image de synthèse, hein, c'est pas un remake en live action, même quand j'adore quelque chose, je remarque assez vite quand un film ou une œuvre en général tente de jouer la carte de la nostalgie pour se faire du pognon tout en se foutant de la gueule de son public. Ouais, ça passe mal. Et donc pour moi, ce Roi Lion 3 ou Roi Lion 1,5
ce qui lui va beaucoup mieux puisque c'est à peine une moitié de film, ne vaut forcément pas plus que la moitié d'une note avec un 8 sur 20. Allez, cette fois c'est sûr, rendez-vous dimanche prochain pour parler d'un bien meilleur film, en tout cas j'espère, Le Bossu de Notre-Dame. Ciao.